Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 Ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Et aujourd'hui, Manuel, formateur en organisation et productivité avec son entreprise Cataraxi, s'est joint à mon micro. J'ai eu le plaisir de discuter avec lui de gestion du temps, de vision du travail et de préservation de nos vies privées. On aborde aussi l'importance de déconstruire notre vision sociale de l'efficacité et des injonctions que l'on rencontre aujourd'hui dans le monde du travail. Un épisode inspirant rempli de bons conseils pour apprendre à travailler moins pour privilégier notre propre productivité. Bonne écoute! Salut Manuel, bienvenue sur 1001 Ambitions. Salut Maëlle, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir, comment tu vas ? Très très bien, merci. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton activité et de ta vision du travail. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent et te connaissent pas forcément? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Manuel et je suis formateur et consultant en organisation et en productivité personnelle. Et j'aime bien me définir également comme influenceur sieste. Excellent, j'adore l'influenceur sieste. Je pense que c'est ce qui apparaîtra sur la miniature. C'est très représentatif de ton activité. Exactement. Puis c'est aussi très représentatif en fait de ma vision de la productivité. Donc on verra après, mais tout est lié. Carrément, on en reparlera avec plaisir. Mais on va commencer par parler un petit peu de qui tu es en dehors de ton activité. Quelles études t'as fait pour en arriver au parcours où tu es aujourd'hui ? Beaucoup d'études. Je suis cette génération qui a fait plusieurs études qui n'ont pas forcément de rapport les unes avec les autres parce que tu sais pas forcément quoi faire, donc tu testes un petit peu tout et n'importe quoi. Tu vois, j'ai fait des études de droit, j'ai fait des études de ciné, j'ai fait des études de compta, enfin tu vois, je suis un peu parti dans toutes les directions à la fois, quoi. Ok, carrément. Et comment tu t'es arrivé à t'intéresser aux notions de productivité, d'organisation, etc. Je m'y suis intéressé dès la fac de droit, enfin dès mon entrée dans les études, on va dire, parce que dès que tu sors du collège, enfin même du lycée, tu vois, c'est un petit peu, t'es plongé dans le grand bain entre Carrément. guillemets, et là on te donne plus d'emploi du temps, tu vois, c'est à toi un petit peu de te gérer, de t'organiser. Et moi j'avais envie justement d'en faire le moins possible, tout en essayant d'obtenir le meilleur résultat possible. Tu vois, j'étais de base très paresseux. Je voulais pas travailler pendant des heures et j'étais plutôt du genre à avoir envie de jouer à la console, de sortir avec les copains. Et On était tous pareils, je pense. voilà, quand t'es étudiant, tu vois, t'as pas forcément envie de réviser pendant des heures tous les week-ends. Mais j'avais quand même envie d'avoir mes diplômes. Donc, comment j'arrive à lier l'utile à l'agréable? Et puis du coup, tu vois, en y allant une étape à la fois, je me suis intéressé aux techniques d'organisation, de gestion du temps, de productivité, et toujours un petit peu plus. Tu vois, t'es tombé dans le terrier du lapin blanc, quoi. Carrément. Et les premières ressources que tu as trouvées sur ces domaines-là, c'était des ressources en ligne ou... Alors en ligne, il y en avait pas énormément à l'époque, ou alors enfin ça me parlait pas, ou je devais pas forcément les trouver, mais enfin tu vois, il y avait pas autant de contenu qu'à l'époque. Je te parle d'il y a 10-15 ans en arrière, donc ça date un peu. Non, je crois que ça a été des livres de management classiques, tu vois, la méthode GTD, ce genre de choses. Tu as des livres qui ont déjà plusieurs années, des classiques, on va dire, qui aujourd'hui sont un peu datés, mais les bases sont toujours là, quoi. Oui, carrément, et ça te permettait d'avoir quand même les premiers pas dans ce domaine-là et puis les premières connaissances. Tout à fait. Et alors, comment est-ce que c'est devenu à un moment donné ton activité ? T'es passé par le salariat avant, entre tes études, ou tu t'es lancé directement ? Alors le salariat, très très peu, parce que moi, en terminant mes études, comme tout le monde, hein, j'ai mon diplôme en poche, je cherche un boulot, et puis je postule et on me dit vous avez pas assez d'expérience, ou alors après on me dit non, vous avez trop de diplômes, enfin, vous avez trop d'expérience, puis vous avez pas assez d'expérience, et j'ai fait bon, ça m'énerve. Du coup, je me suis dit je vais me lancer, j'ai créé mon propre boulot, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la productivité, enfin conseil en organisation. Bon, avant il y a eu d'autres étapes où j'ai testé d'autres activités. Et puis c'est justement en testant d'autres entreprises qui n'ont pas forcément marché, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient toujours en train de courir après le temps, entre guillemets, dire si seulement les journées faisaient plus de 24 heures, j'ai le temps de rien faire, j'ai le temps. Et
puis moi, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais naturellement, naturellement, parce que je m'étais renseigné, exercé, formé depuis plusieurs années. Et puis, du coup, je me suis dit, bah écoute, il y a un besoin, j'ai des compétences. Carrément. On va essayer, encore une fois, de lier l'utile à l'agréable. Carrément. Et ça a été logique pour toi que ce soit cette activité-là, mais pourquoi elle a pour toi plus fonctionné que les autres que tu as pu lancer avant ? Je pense qu'il y a le côté, pour moi, c'est facile, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est facile. Tu vois, c'est pas quelque chose où j'ai besoin de faire énormément d'efforts ou autre pour délivrer de la valeur, on va dire. Ok. Et puis encore une fois, ça correspondait aussi, je pense, à l'ère du temps où tout le monde avait envie de se former en organisation, en gestion du temps. Tu vois, on parlait de plus en plus de le temps, c'est la valeur la plus importante et autres, mais personne ne savait vraiment comment la gérer. Ok, carrément. Et donc, gestion du temps, organisation et productivité. C'est les 3 grands thèmes que tu abordes le plus, si j'ai bien suivi. Pour toi, c'est quoi bien gérer son temps ? Je sais, c'est très général, mais mon but est d'avoir ton avis là-dessus. Bien gérer son temps, je pense que ça dépend déjà de la personne, tu vois, c'est quelque chose de très individuel. On va tous avoir une définition un petit peu différente de la gestion du temps. Ça va, pour certains, ça va être avoir du temps de faire du sport, du temps de lire, du temps d'être avec ses enfants, ses amis. Si tu arrives à faire ça, tu as bien géré ton temps. Pour d'autres, ça va être de tacler 3 ou 4 tâches sur sa to-do dans la journée, ça va être bien gérer son temps. Tu vois, ça va être vraiment quelque chose de très personnel. Carrément. Donc le but, c'est de trouver l'organisation, en tout cas, qui nous permet d'avoir la gestion du temps qui nous convient le mieux et permet de faire le plus de choses en moins de temps. Exactement. C'est le mot d'ordre, si j'ai bien suivi. en faire le plus avec le moins d'énergie possible. Mais j'aime bien dire que la productivité, c'est vraiment l'art de la paresse, en fait. Le but, c'est pas d'en faire le plus possible. Le but, c'est d'en faire le plus possible avec le moins d'efforts possible. Et c'est comme ça qu'on progresse à chaque fois. Et je pense qu'il y a une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles essayent toujours de dire ok, comment je peux en faire plus, et alors qu'elles devraient peut-être se demander ok, comment je peux obtenir les mêmes résultats mais avec moins d'efforts. Et c'est beaucoup plus difficile parce que finalement en faire toujours plus, c'est facile entre guillemets, c'est ce que tout le monde fait naturellement, mais par contre essayer de réduire nos efforts tout en conservant les résultats, c'est beaucoup plus difficile, mais en même temps c'est beaucoup plus gratifiant. Carrément, et puis t'arrives quand même à avoir fait plus de choses dans ta journée qui sont pertinentes et sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer par la suite. Exactement. Et donc, tu prônes le fait de travailler moins mais mieux. Comment ça se met en place pour toi ? Quels sont les gros outils que tu estimes être nécessaires pour arriver à travailler moins mais mieux ? Parce que c'est très facile à dire, mais à mettre en place, c'est une autre histoire. Exactement. Je pense que déjà, tu vois, on parle beaucoup dans travailler moins et mieux de gérer son organisation, gérer son temps. Je pense que ce qui est très important également, c'est de gérer son énergie. Tu vois, c'est quelque chose qu'on oublie souvent de mentionner dans la productivité, mais tu peux avoir un emploi du temps et une to-do list, tu vois, mais vraiment bien carré, millimétré à la perfection. Toute ta journée est programmée 48 heures à l'avance. Si tu as une énergie, mais si t'es zéro, tu as les batteries à plat, ton organisation, tu vois, va te servir à rien. Donc il vaut mieux être peut-être même un peu moins organisé, mais par contre être chargé à bloc, et puis tu tacles les projets les uns après les autres. Donc déjà, je pense être bien reposé, tu vois, bien gérer son énergie et bien se reposer, ça commence déjà par prendre du temps pour soi, ce que peu de personnes font, parce que quand tu, mettons, as du retard, quand tu es un petit peu sous l'eau, quand tu as envie d'en faire toujours plus, les premières choses que tu vas sacrifier, c'est ton temps personnel, ton temps de repos. Tu vas gratter sur des heures de sommeil le soir, tu vas peut-être pas faire la sieste justement en début d'après-midi parce que non, c'est du temps perdu, j'ai plein de choses à faire. Et
chaque fois que tu grignotes sur ton repos, ta productivité elle diminue. Donc, Carrément. je pense que dans un premier temps, commencer par planifier. Moi, c'est ce que je fais toujours dans ta semaine et même dans ta journée. Tu planifies d'abord des moments pour toi. Tu dis, tiens, à telle heure, je sais que je vais avoir ma séance de sport. À telle heure, ça va être la sortie avec les copains. À telle heure, je vais lire un bouquin ou de telle heure à telle heure, je vais rien faire. Tu vois, tu te programmes des petits îlots comme ça dans la journée. Et après, tu construis ton emploi du temps autour de ces moments pour toi. Si tu sais qu'à 17h, c'est ta séance de sport, tu sais que tu as entre 14h et 17h pour faire tout ce que tu vas faire dans la journée, tu vois. Et à 17h, tu arrêtes. Et puis, il y a aussi ces notions, je sais pas si tu les abordes, mais de différents repos, parce qu'on parle souvent du repos physique, qui est certes très important, mais il y a aussi tout ce qui est repos social. On est aujourd'hui hyper connecté avec les réseaux sociaux, etc. Je pense que ce repos-là est peut-être aussi important pour arriver à rester productif dans les périodes où on veut l'être, on va dire au maximum. Exactement, oui, parce que la qualité de ton repos, ça joue énormément. Tu vois, beaucoup de personnes pensent que se reposer, c'est s'allonger devant la télé ou devant Internet, tu vois, s'asseoir et puis hop, être débrancher le cerveau, comme on dit. Cette espèce d'expression, tu vois, qu'on emploie souvent pour se dire, voilà, je réfléchis plus, je me repose. Et on pense que c'est ça, se reposer, sauf que c'est du très mauvais repos, tu vois, c'est du repos de mauvaise qualité. Tu sais, c'est un peu comme lorsque on mange, en fait, tu vois, t'as de la nourriture de bonne qualité, puis t'as du fast-food, tu vois, de la nourriture de mauvaise qualité, et tu vas pas avoir forcément la même énergie en fonction de ce que tu manges ou non. C'est pareil en fonction de ton repos. Et du repos de bonne qualité, ça va être, justement, il y a différents types, ça va être du repos social, du repos spirituel, du repos physique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, faire de l'activité physique, tu vois, pas forcément aller courir un marathon ou autre, mais simplement marcher, tu vois, par exemple, c'est du repos de qualité, de bien meilleure qualité que de rester assis une partie de l'après-midi devant la télé. Alors, je dis pas que se reposer devant la télé ou de regarder Netflix, c'est mauvais, faut pas le faire. Au contraire, je suis un très grand client de ça également, mais il doit y avoir plusieurs formes de repos. En fait, tu peux pas avoir qu'une seule forme de repos. Tu dois te reposer de différentes façons différentes. Et encore une fois, ça peut être combiner le fait d'aller marcher dans la nature, combiner le fait de sortir, de voir des amis, ou peut-être même de s'isoler un petit peu. Parce que des fois, on a aussi besoin d'être seul pour recharger nos batteries. Donc l'idée, c'est d'essayer de combiner ces différents repos pour être en forme le reste de la semaine quand tu dois travailler. Carrément. Et donc, au-delà de cette phase de repos qui est très importante, qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en place après ? Est-ce qu'il y a des organisations spécifiques que toi, tu prônes en particulier ? Alors j'ai pas d'organisation particulière parce qu'encore une fois ça dépend énormément de la personne, tu vois? Il y en a certaines qui aiment bien quand c'est très carré et d'autres qui aiment au contraire quand c'est un petit peu plus on va dire à la cool flex. Et voilà, quand c'est un peu plus flex, et elles vont par exemple se fixer simplement des grands objectifs dans la semaine et puis après elles se débrouillent, elles sont un petit peu libres entre guillemets sur comment elles vont atteindre ces objectifs, et d'autres personnes vont avoir envie d'être très cadrés, vont avoir envie d'avoir la to-do list, tu vois, dans la journée avec tes 3 tâches carrées comme ça. Donc ça dépend vraiment de la personne, mais je pense que le plus important, c'est déjà savoir dans quelle direction tu as envie d'aller. Parce que si tu n'as pas des objectifs, alors pas besoin d'être des objectifs très précis, encore une fois ça dépend de la personne, mais au moins avoir une idée de la direction dans laquelle tu veux aller. Parce que si tu sais pas où tu veux aller, tu risques pas d'y arriver en fait. C'est clair. Donc déjà, tu te fixes tes objectifs ou ta vision, peu importe comment tu vois les choses, et déjà ça sera beaucoup plus simple pour toi au quotidien te dire écoute, ça c'est de la perte de temps parce que ça m'éloigne de mes objectifs, ou ça me rapproche de mes objectifs, donc j'ai tout intérêt à investir mon temps dans cette tâche. Carrément. Et alors donc le fait d'avoir, on va dire entre guillemets, étudié et appris toutes ces notions, que ce soit sur la productivité, sur la gestion du temps, l'organisation, etc. Je suppose que ça a dû faire énormément évoluer ton regard sur le travail, on va dire traditionnel qu'on peut voir notamment en France aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des injonctions au travail qui te sortent par les yeux et pour lesquelles tu ne peut plus aller en accord avec la vision du travail qu'on a globalement? Oh la vache, quasiment tout. Oui, je sais bien. Je pense que le travail tel qu'il est pensé aujourd'hui est une des aberrations totales. Il y a, comme tu dis, il y a des injonctions au travail, mais
c'est catastrophique en fait. Le travail, c'est quasiment aujourd'hui devenu une religion. Si tu dis, tu vois, je prône beaucoup par exemple, le passage à la semaine de 4 jours. Ouais. Et comme si dès que tu parles de travailler un jour de moins dans la semaine, c'est comme si tu proposais de supprimer l'église le dimanche. Tu vois, tu dis, mais c'est un scandale, c'est honteux, mais c'est du blasphème. Et il y a des injonctions comme ça au travail. Et tu remarques que le travail a grignoté sur toute notre vie perso. Maintenant, on parle justement, tu vois, j'ai vu il n'y a pas longtemps le concept de traquance, c'est-à-dire de travailler un petit peu pendant ses vacances. Ok, c'est n'importe quoi, c'est où tu es en vacances, où tu travailles, mais c'est pas ou l'un ou l'autre. On t'explique que le travail, c'est une source d'épanouissement, comme si il n'existait aucune autre source d'épanouissement. On nous demande de travailler toujours plus longtemps dans notre vie, tu vois. Quand tu expliques que tu arrêtes de travailler pour t'occuper de tes enfants, on dit que tu sacrifies ta carrière, mais par contre, quand tu dis que tu retournes au travail parce que pour ne pas être, pour passer moins de temps avec l'idée, c'est pas de passer moins de temps avec tes enfants, mais quand tu préfères passer plus de temps au travail qu'avec ta famille, on parle pas de sacrifier ta famille. Tu vois, personne dit j'ai sacrifié ma famille. Par contre, tout le monde dit j'ai sacrifié ma carrière pour ma famille. Et tu vois, il y a des petits éléments de langage qui font dire que en fait, le travail occupe une place beaucoup trop importante dans nos vies et on en oublie en fait qu'il existe plein d'autres choses dans la vie tout aussi importantes, tout aussi épanouissantes et que la vie ne se résume pas à travailler en fait. Clairement. Et puis je vais revenir sur ce dont tu parlais. Tu as parlé rapidement du fait de prôner la semaine de 4 jours. Pourquoi tu penses que c'est réellement l'avenir du travail aujourd'hui ? Déjà, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, c'est-à-dire que je me fixe beaucoup sur les études, les résultats et autres. Et écoute, je suis quelqu'un de très simple. Si je vois que des entreprises testent et que des entreprises sont plus productives, que les salariés sont moins stressés, qu'elles font plus de chiffre d'affaires, en bref, si tous les indicateurs sont au vert, bon, écoute, pourquoi ne pas y aller ? Voilà, la question, elle est vite répondue, comme on dit. C'est sûr. Et c'est aussi simple que ça. Et après, encore une fois, je reviens sur notre rapport au travail, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas de burn-out, les cas de burn-out explosé ces dernières années. Les personnes stressées au travail, il y en a de plus en plus. Je crois que c'est quasiment la norme maintenant d'être stressé au travail. Des personnes qui sont en perte de sens, qui sont en perte d'équilibre. Le travail aujourd'hui, tout le monde est cette espèce de déconnexion, de désynchronisation avec le travail. Et en fait, la semaine de 4 jours, c'est une réponse à tout ça. Tu te rends compte que, encore une fois, les gens sont moins stressés, ils sont plus efficaces, ils sont plus heureux, plus productifs. Je dis encore une fois, autant y aller en fait. Et puis, c'est aussi une remise en question de notre façon de travailler, puisque le travail aujourd'hui, tel qu'il est pensé, il est calqué sur le même modèle que les usines il y a 100 ans en arrière. En fait, les usines, c'est simple, tu viens à 8h, tu pars à 17h, et entre-temps, écoute, tu fais ce qu'on te demande de faire et tu travailles sur ta machine et on te dit écoute, à la fin de la journée tu as produit 100 tailles crayons. Voilà, tu vois, tes 100 tailles crayons, et peu importe ton énergie, peu importe quel sens tu y donnes, de toute façon tu auras produit ces 100 crayons. Et parce que c'est un travail physique. Mais là, comme aujourd'hui on fait quasiment tous, pour l'écrasante majorité, c'est du travail intellectuel. Le travail intellectuel, en fait, on fonctionne très différemment et on ne peut travailler que sur de courtes périodes. C'est 3 ou 4 heures. Il y a plein d'études là aussi qui ont été faites et qui démontrent que au-delà de 4 heures de travail dans la journée, de travail intellectuel, j'entends, on est bon à rien. Le cerveau, il patauge dans le vide. C'est ridicule en fait. Et le travail créatif exige qu'on ne travaille pas plus de 4 heures par jour. Donc la semaine de 4 jours, en fait, c'est une façon de repenser tout ça, de retravailler de façon un petit peu plus intelligente finalement. Sans compter après tous les outils de productivité, toutes les évolutions technologiques qui nous permettent d'être beaucoup plus efficaces. Donc aujourd'hui, tu te demandes quel est l'intérêt de travailler plus. Parce que, tu vois, si je reprends, admettons, 10 ans en arrière, on te dit, écoute, en une journée, tu peux produire 100 crayons. Et puis, hop, l'évolution technologique arrive, on te dit, écoute, maintenant, tu peux produire 100 crayons en seulement 4 heures. Tu peux dire, c'est génial, en fait, ma journée, elle est terminée au bout de 4 heures. Sauf qu'on te dit, écoute, non, les 4 heures restantes, tu vas
continuer de produire plus de crayons. Tu dis, mais c'est complètement con, en fait. Si je pouvais me contenter de 100 crayons, pourquoi tu me demandes de travailler plus longtemps pour produire plus de crayons dont j'ai même pas besoin, en plus, et qui vont engendrer, du coup, de la surconsommation, de la surproductivité. Et en fait, on est capable, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on n'a plus besoin de travailler autant, mais on le fait parce que on a toujours fait comme ça et on nous a toujours dit que c'était la norme, c'est 8 heures de travail par jour, donc faut pas remettre ça en question et c'est comme ça. Et je trouve ça complètement débile. Ouais, non mais carrément, et puis il y a cette espèce de quête à la surproductivité, comme tu dis, où il faut toujours en faire plus pour être toujours plus productif, alors qu'il serait peut-être temps de simplement poser la définition de productivité puis de la revoir telle qu'elle est dans les situations qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Bon, après, il y a tout un côté qui est social, qui est culturel, qui est même presque religieux. Tu vois, je parlais en plaisantant tout à l'heure que le travail est une religion, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, c'est que le travail aujourd'hui tire sa source de la religion, en fait. C'était le protestantisme, je crois, qui te disait très clairement, écoute, si tu veux aller au paradis, il faut le mériter, il faut avoir travaillé, tu vois. Tu ne vas au paradis que si tu as bien travaillé à la fin de ta journée. Donc, si tu n'as pas travaillé, si tu n'as rien fait, pas le droit d'aller au paradis. Et du coup, ça c'est un petit peu conserver, et du coup il y a ce côté de faut mériter ta place, quoi, dans la société ou dans l'ensemble. Carrément. Et si on va au bout de ton idée, c'est quoi l'utopie finale ? C'est une grosse déconstruction de la vision de la productivité qu'on peut avoir aujourd'hui, à aller jusqu'à l'arrêt de travailler ? Je pense qu'on n'arrêtera jamais de travailler parce que quand bien même, tu vois, je suis très critique sur le travail aujourd'hui, là où je suis très critique, en fait, c'est sur le travail, ce que j'appelle le travail obligatoire. C'est-à-dire, écoute, t'as pas le choix, si tu veux payer tes factures, avoir un toit sur la tête et puis de quoi manger, faut que tu travailles, même si t'aimes pas ce que tu fais, en fait. Et c'est là où je suis très critique, en fait, parce qu'on n'a pas besoin de travailler autant, finalement, pour justement pour avoir de quoi vivre. Surtout quand tu vois que, en fait, en termes de productivité, d'argent, pur, de création de valeur pure, on en produit en fait beaucoup trop, et pourtant c'est une toute petite minorité qui en profite. Donc en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de continuer à travailler autant pour produire de la valeur. Donc le travail obligatoire, c'est là où je suis très critique, parce que finalement, alors oui, tu as toujours des personnes qui vont te dire oui, mais moi j'adore mon travail, machin, mais très bien, tu peux. Alors étonnamment, c'est que les personnes qui parlent de la valeur travail, ce sont toujours les personnes qui encouragent les autres à travailler à leur place. Tu vas jamais voir une personne qui travaille à Amazon ou une personne qui fait les ménages, qui se lève à 5h du matin, te dire moi j'adore mon travail, tu vois. C'est clair. Voilà, il y a toujours un paradoxe là-dessus. Mais les gens auront toujours besoin de travailler, mais ce sera du travail volontaire. Ils le feront parce qu'ils ont un projet perso, parce qu'ils ont un projet qui leur tient à cœur. Ils vont s'investir dans des projets culturels, ils vont s'investir dans des projets pour leur ville, pour eux. Donc il y aura toujours une forme de travail, mais ce sera du travail qui sera plus obligatoire. On le fait parce qu'on a envie de le faire. Et je pense que l'avenir, effectivement, c'est de réduire cette part du travail obligatoire pour laisser plus de place au travail volontaire et du travail qu'on fait parce qu'on aime vraiment ça, en fait. Et puis on le voit déjà en fait avec les nouvelles générations, parce que je me permets, je suis un petit peu plus jeune que toi et je sais qu'autour de moi, voilà, c'est une notion qui revient énormément aujourd'hui, de se dire qu'on veut faire des métiers, ce qu'on appelle des métiers passion, en fait, parce qu'il est hors de question d'aller se lever pour aller travailler toute sa vie pour faire quelque chose qu'on ne peut pas, en tout cas quand on a la possibilité de faire ce choix-là, ce qui devrait être le cas de tout le monde, mais bon. Ça prend son temps aussi. Exactement, même autour de ça, tu vois, le métier passion, dans la vie, fais ce que tu veux, tu vois, je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie autour de ça. C'est pareil, je fais partie de cette première génération à qui on a dit, justement, dans la vie, tu pourras faire le métier que tu veux, choisis ce que tu veux. Je fais, mais c'est trop bien. J'ai envie d'être scénariste. Je sais pas, non, scénariste, c'est précaire, fais pas ça. Je dis, j'ai envie d'être vétérinaire. Non, fais pas ça. J'aurais envie, je sais pas, moi, de faire, de travailler comme réalisateur. Ah non, fais pas ça. J'ai envie de faire des jeux vidéo. Non, fais pas ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Notaire ou avocat, c'est bien. Donc, en fait, j'ai pas vraiment le droit de faire ce que je veux, en fait. Tu décides pour moi ce que j'ai le droit de faire, en fait. Et je trouve ça marrant, cette hypocrisie de fais ce que tu veux, mais pas ça, ni ça. Fais ça, par contre. Ça, t'as le droit. Et j'ai dit, en fait, fais un métier de bureau, quoi. Dis-le tout de suite. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et donc, dans cette idée, on prône quand même l'influenceur sieste.
et le fait Exactement. de faire la sieste sur son lieu de travail. Pourquoi? Exactement. Comme je te disais au début, la sieste, finalement, c'est plus un symbole qu'autre chose. Tu vois, c'est vraiment Ouais. le symbole de ma vision de la productivité. Parce que je pars du principe que si t'as pas. Tu vois, une sieste, c'est quoi? Dans une journée, c'est 20 minutes, enfin, Mmh. moyenne. Après, tu as des siestes un peu plus longues de 90 Oui, bien minutes, mais sûr. rien que ta sieste de base de 20 minutes, voire même 10 minutes, dans une journée, c'est quoi? Enfin, une journée de 24 heures, enfin, ça représente même pas 1% de ta journée, en fait. Mmh Et mh. si tu me dis que t'as pas 1% de ta journée à accorder à la sieste, c'est qu'il y a vraiment un problème dans ton organisation, tu vois? Enfin, Ouais. si t'as pas 20 minutes dans ta journée pour décrocher, fermer les yeux, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part, ou dans ta vision du travail, ou dans la façon dont tu t'organises. Et pour moi, c'est justement, l'idée de mettre en avant le fait de prendre du temps pour soi et de se reposer, parce que, c'est en se reposant, en faisant notamment la sieste de Ouais. 20 minutes, que tu vas être plus efficace le reste de ta journée et beaucoup plus productif. Et du Mmh coup, mh. c'est une vision du justement travailler moins pour, en faire plus, en fait. C'est d'abord, Ouais. prends du temps pour toi et tu verras, tu seras beaucoup plus efficace. Et si tu Mmh mh. pas le temps pour toi, enfin, tu pas le temps de juste fermer les yeux 20 minutes dans ta journée, t'attends pas, d'énormes résultats. Et si, tu vas peut-être efficace, on va dire, ou productif, pendant une courte période, peut-être aller, Ouais. 3 mois, tu vois? 3 mois où tu vas bourriner un peu, puis le troisième mois, tu vas tomber par terre. Ouais, clairement. Ah, comme tu le disais tout à l'heure, les burn-out aujourd'hui, c'est fou, en fait, de se rendre compte, qu'on en arrive à se pousser, jusque dans ces retranchements-là, pour du travail, c'est C'est pas si illogique que ça, et c'est assez, non, normal en fait, mais c'est c'est parce que aberrant. oui, c'est aberrant, mais c'est parce qu'on nous a appris, encore une fois, depuis l'école, Mmh à, mh. lier notre valeur en tant qu'individu à notre productivité. Quand tu es étudiant, si tu as, une bonne note, ça va, tu es un bon élève, tu es un bon garçon, une gentille fille. Si tu as des mauvaises notes, bon, tu es un cancre, on t'aime pas Ouais. beaucoup, tu vois? On te met un petit peu, va au fond de la classe, puis tes parents Mmh sont mh. très déçus. Et du coup, si tu veux faire tes plaisirs à tes parents, si tu veux que tes parents ils t'aiment, il faut que tu aies des bonnes notes. Et tu vois, dès que tu es gamin, on t'apprend: «Ah, si je veux être aimé Ah et ouais. par mes parents, il me faut des bonnes notes, sinon mes parents, ils vont moins m'aimer», tu vois? Enfin, c'est l'idée qu'on Mmh. se fait, tu vois? Et on grandit avec cette idée de ta valeur en tant qu'individu, c'est, ta productivité. Et on le voit encore, enfin, c'est même très valorisé, c'est quand tu dis: «Oh la vache», tu te rends compte, lui, putain, il fait des nuits de 4 heures pour son travail, et Mmh, il mmh mh. s'arrache quand même, c'est impressionnant. On te dit: «Bah, moi j'ai réussi, je suis devenu riche en travaillant dur, fais-en autant», Ouais. tu vois? C'est Non. très valorisé, Oui. c'est, «Putain, il est riche, ça doit être quelqu'un d'extraordinaire quand même». Je fais: «Bah non, il peut être riche et un gros con et être un gros con aussi, tu vois? C'est pas incompatible en fait». Non, c'est clair et puis ouais, c'est des constructions sociales qui prennent, quand même beaucoup de place, dans nos esprits aujourd'hui et que malheureusement beaucoup ne déconstruisent pas et à un moment donné, ça arrive à voilà, même en pâtir énormément sur, tout ce qui est vie privée et puis, le fait de profiter de la vie tout simplement, quoi. Tout à fait. Et puis, on voit où ça nous mène aujourd'hui, avec même tout ce qui est, bon là on s'écarte un peu, mais même tout ce qui est écologie, pollution et autres, où, Carrément. ça c'est quelque chose qu'on oublie de dire aussi, mais le travail est une énorme source de pollution. Sans Mmh mh compter mh. ne serait-ce que, les déplacements en voiture, pour aller travailler, la surproduction, puis derrière la Ah oui, surconsommation, parce oui, que si tu produis, faut consommer derrière. c'est Et sûr. le travail est une grosse source de pollution, et je pense qu'on, tu vois, simplement fait de je reviens sur semaine de 4 jours, le simple fait de travailler un jour de moins dans la semaine, c'est, des économies, des gains, des réductions de CO2 qui sont Ouais. impressionnants, qui se comptent Mmh. en tonnes, en fait. Ouais, c'est clair. Et puis, ces notions de productivité-là, je pense qu'elles sont encore plus compliquées à gérer, quand on a une activité en tant qu'indépendant ou freelance, tu vois? Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as souhaité d'accompagner ces personnes-là, toi, avec, tes formations notamment? Tout à fait, parce que, justement, quand tu es salarié, c'est «plus facile» entre guillemets de décrocher, parce que, tu sais qu'à 17 heures c'est fini. De Ouais. toute façon, tu as quitté ton lieu de travail, donc ton PC il est resté là-bas, donc une fois que tu es chez toi, tu peux plus rien faire hormis, te reposer. Enfin, Ouais. c'est de moins en moins vrai aujourd'hui, parce que, avec le télétravail, on peut travailler à distance et autres, donc le travail s'immisce un petit peu dans ta vie, perso, même quand tu es Mmh mh mh. salarié. Et justement, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out dans le salariat, parce que, le travail maintenant, il prend de la place, chez nous à la maison, là où avant il restait au travail. Mais par contre, les indépendants, eux, ils le vivent de plein pot, parce que, ils vivent sur leur lieu de travail. Donc tu peux pas simplement te dire: «Allez hop,
là je coupe, tu vois. Tu as toujours Ouais. des trucs qui te rappellent à ton travail. Et puis, il y a cette notion de, bah ouais, mais tu culpabilises de ne rien faire. Tu dis, voilà, attends, je pourrais avancer encore un petit peu, je pourrais prendre de l'avance. Est-ce que j'ai vraiment été productif aujourd'hui? Est-ce que j'en ai fait assez? Ouais, mais si demain, j'ai pas de clients, donc tu es toujours encouragé à en faire toujours plus et finalement à ne jamais décrocher parce que, bah, encore une fois, de base, c'est pas quelque chose qu'on apprend à s'organiser Non. parce que bah, dès l'école, en fait, l'école nous dit tu viens à telle heure, tu termines à telle heure, tu travailles sur ça et ça et ça, voilà comment s'organise ta journée, mais on t'apprend pas toi à organiser ton emploi du temps. Donc, puis même quand tu es salarié, on dit tu viens à 8h, je pars à 17h, donc Ouais. tu n'as même pas besoin d'organiser ton emploi du temps. Mais quand tu es indépendant, on se dit bah vas-y, organise ton emploi du temps. À toi de gérer le temps que tu accordes à chaque projet. Ça, tu ne l'apprends pas. Et puis encore une fois, ce côté de bah, ma valeur en tant qu'individu, c'est le temps que je passe à travailler. Donc si je travaille pas beaucoup, est-ce que j'ai mérité de me reposer en fait? Ouais, carrément. Puis alors déjà que les questions de légitimité en tant qu'indépendant, c'est très très difficile, mais alors là, quand ça commence à être lié à la productivité, on s'en sort plus. Ah, ça devient un enfer. Ouais, c'est clair. Et donc aujourd'hui, t'accompagnes les freelances majoritairement en collectif, dans un parcours pour avoir, on va dire, un emploi du temps qui soit optimisé pour eux, une gestion du temps qui leur convienne, et puis une productivité qui soit poussée au maximum, mais pour pouvoir profiter à côté de leur activité. Exactement, c'est ça. Moi, l'idée, en fait, c'est d'aider chacun à trouver son propre rythme, parce que encore une fois, on a tous notre rythme qui est différent, parce que je peux pas, au début, c'est ce que je faisais, tu vois, j'essaie de donner des conseils, on va dire, de gestion du temps, de productivité un peu génériques, entre guillemets, qui s'appliqueraient à tout le monde, mais je me suis vite rendu compte que tu peux pas donner les mêmes conseils d'organisation à une maman qui est célibataire, une maman qui est, enfin une maman, oui, une maman célibataire, une personne en couple, une personne sans enfant, une personne, tu sais, Ouais, bien sûr. chacun va avoir des rythmes différents, des impératifs différents, même des objectifs différents. Donc chacun va avoir des rythmes différents. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est plutôt d'aider chacun à trouver son propre rythme et bah, voir ce qui fonctionne pour elle, en fait, de voir comment elle peut s'organiser en fonction de tous ces impératifs. Et l'idée, c'est ça, c'est de trouver le rythme des uns et des autres. Ouais, carrément. Et donc, tu proposes différents accompagnements, notamment 2 formations sur lesquelles je me suis un peu plus arrêtée. Une sur la gestion du temps et des priorités, et puis l'autre pour muscler sa concentration. C'est ça. Pour toi, qu'est-ce qu'elles viennent combler vraiment ces formations comme besoin pour les entrepreneurs qui nous écoutent? Bah, déjà la gestion du temps, enfin je pense que c'est la base, tu vois? C'est Bien sûr. vraiment la 1re brique, on va dire. Si tu sais pas gérer ton temps, bah, bon, tu pourras pas faire grand chose et tu risques vite de t'éparpiller. C'est Et sûr. puis, la concentration aujourd'hui, c'est de plus en plus important parce que, ben, on a un mal fou à se concentrer. On a un mal fou à se concentrer, on est distrait dans tous les sens. L'attention, tu vois? On dit que le temps, c'est une des valeurs les plus importantes, mais peut-être que notre attention, finalement, c'est une valeur tout aussi importante. Ouais. C'est même la valeur que bah, les réseaux sociaux, les applications monnaie, en fait, on fait en sorte qu'on passe le plus de temps possible sur Instagram, le plus de temps sur Facebook, sur LinkedIn. Tout est fait pour nous rendre accros et pour qu'on reste dessus. Donc, puis Netflix, la télévision, tu vois, comme bah, tous les médias en général. Hein. Tous les médias en général, tu sais, cette fameuse réplique du nous, on vend du temps de cerveau disponible à Coca, tu vois, c'est ce que toutes les entreprises font, c'est vraiment on vend notre temps de cerveau. Et bah, ce temps de cerveau, ça serait bien qu'on le garde pour nous et nos projets. Et donc l'idée, c'est ça, c'est de voir comment tu peux te concentrer sur tes propres tâches, tes propres projets. Et tu remarqueras en plus, il y a plein d'effets bénéfiques à ça, c'est bah, plus tu te concentres sur une tâche, moins tu as besoin de travailler longtemps en fait. Bien sûr. Travailler 1h30 concentré, c'est largement plus efficace que de travailler 6 heures, mais en étant déconcentré toutes les 20 minutes, en fait. Donc, tu vois, rien que ça, c'est un gain de temps, mais qui est considérable dans une journée. Tu arrives à te concentrer 3 heures non-stop sur un projet, bah, c'est bon, ta journée, elle est faite, en fait. Ouais, carrément. Est-ce que tu voudrais bien nous révéler un petit tips comme ça que tu donnes, par exemple, pour rester concentré? Ouais. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est travailler en musique.
OK. C'est tout bête, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que travailler en musique, c'est, ultra efficace. C'est, Stephen King, par exemple, qui lui, fait beaucoup ça et il a une phrase que j'aime beaucoup. Il dit que travailler en musique, en fait, c'est un petit peu comme, fermer la porte de son bureau, mais, pour son esprit, en fait. Tu vois? C'est vraiment fermer la Mmh. porte, de son esprit pour, éviter les distractions. Tu vois? Tu as 2 portes. Tu as la porte de ton bureau que tu fermes pour éviter qu'on vienne te déranger et Ouais. après tu fermes la porte de ton esprit et là, c'est la musique. Tu vois? Tu te mets un casque sur la tête avec une musique d'ambiance, pas de la musique idéalement, c'est pas de la musique avec des paroles, parce que Ouais. les paroles peuvent te distraire, mais Mmh. plutôt de la musique d'ambiance, tu vois? Des Ouais, bruits ouais, de ouais. fond, même de la musique de jeux vidéo. La musique de jeux vidéo, c'est super J'approuve. bien parce que, la musique de jeux vidéo, en fait, elle est pensée pour tourner, en toile de fond pendant des heures sans te déconcentrer, sans Ouais, te carrément. saouler au bout d'un moment, tu vois? Donc elle est vraiment pensée pour te maintenir dans un état de concentration. Donc, écouter de la musique de jeux vidéo en travaillant, tu vois, ça permet justement de se couper des notifications, de se couper, de se mettre Ouais, en fait dans une bulle, de carrément. productivité. Et puis, alors dans le descriptif, de l'une de tes formations, je sais plus exactement laquelle, ça doit être la première. Tu parles, des 3 compétences de la gestion du temps. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Parce que moi, j'ai trouvé ça passionnant de le lire. Ouais, tu vas en avoir 3. C'est en fait, tout le monde pense que, la gestion du temps, tu vois, ça consiste simplement à, comment on va dire? Ouais. Organiser son Mmh temps en mh. fait entre guillemets, tu vois? Mais, c'est un petit peu comme tu vois, un couteau de cuisine, c'est pas parce que tu as les meilleurs outils de cuisine, tu as le meilleur couteau, que tu vas forcément savoir, Carrément. cuisiner en fait, que ça va faire de toi un grand cuisinier, tu vois? Il y a des compétences, c'est pareil, à maîtriser et on va avoir, déjà la capacité à s'adapter. Tu vois, il y a Ouais. toujours des imprévus Mmh qui mh. tombent dans la journée et si tu ne sais pas gérer ces imprévus, Tu t'en sors pas. Mmh tu t'en mh sors mh. pas en fait, tout simplement. Tu vas avoir la capacité, du coup, à organiser Mmh mh. ton temps, vraiment à programmer tes journées. Parce que là, c'est pareil, si tu sais pas organiser tes journées, si tu ne sais pas comment les Ouais. programmer, tu feras rien de tes journées. Donc, tu as la capacité à t'organiser, tu as la capacité à surmonter ton temps, puis tu as la capacité justement d'avoir conscience de ton temps. Parce que, c'est pareil, tu vas avoir le temps, ce qu'on appelle le temps absolu et le temps relatif. Il faut en avoir un petit peu conscience. Tu sais, c'est lorsqu'on était, étudiant, tu passais, 1 heure, un cours durait 1 Ouais, heure, clairement. tu as l'impression qu'il durait 3 ou 4 heures, en fait. Ouais. Et le temps relatif, c'est, voilà, ton cours, il dure 1 heure et enfin non, le temps absolu, c'est ton cours dure 1 heure et le temps relatif, Ouais. c'est, moi, j'ai eu l'impression qu'il a duré 3 heures. Et c'est comme ça que des fois, on a l'impression, Mmh mh mh. c'est comme ça même qu'on arrive en retard, par exemple, on se dit: «Ah merde, j'ai pas vu le temps passer». Du coup, il faut avoir à gérer, il faut apprendre à Mmh. gérer justement, cette notion du temps qui peut être fluctuante, qui peut varier en fonction des tâches sur lesquelles on travaille. Carrément. Donc, s'adapter, enfin apprendre à s'adapter, avoir conscience. Apprendre à s'adapter aux imprévus, avoir conscience du temps qui passe et puis être capable d'organiser son temps, ouais. Pour mieux s'en sortir. Et puis, du coup, tu proposes aussi, j'ai vu des ateliers, j'ai vu une boîte à outils anti-procrastination qui me fait de Mmh. l'œil, c'est terrible. Et tu fais aussi beaucoup d'articles de blog sur les grands sujets qu'on a abordés, depuis le départ. Comment, tu toi, du coup, à appliquer tout ça à ton quotidien aujourd'hui? On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que toi, t'arrives à appliquer tout ça dans ton quotidien? Ouais, ouais, mais ça, c'est vrai que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, ça se vérifie, très souvent. Moi déjà, j'ai fait en sorte de ne conseiller que ce que j'ai déjà appliqué, essayé et ce qui fonctionne Mmh. pour moi. J'ai beaucoup de mal à justement conseiller des trucs. Ça m'arrive des fois de conseiller des trucs, je sais que ça fonctionne pas pour moi, mais je sais que ça fonctionne pour d'autres personnes. Donc, Ouais, voilà, je le dis, ouais, ça existe, ça fonctionne pour, bien certaines sûr. personnes. Je connais des personnes pour lesquelles ça a fonctionné. Je peux vous le conseiller les yeux fermés. Puis des fois, j'aime bien dire aussi: «Bah non, ça c'est du bullshit», tu vois? Tout le monde conseille Ouais, ouais, ça, ouais. laissez tomber, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, faut le Mmh mh. dire, c'est de l'arnaque. Ah bah, Faut carrément. pas hésiter à le dire. Et du coup, oui, j'applique beaucoup ça, à moi et c'est simple, tu vois? Ne serait-ce que pour la création de contenu, Ouais. je travaille beaucoup par bloc de temps. C'est-à-dire que je vais me bloquer justement un créneau pour travailler uniquement sur, du contenu, tu vois? Je sais que Ouais. typiquement, par exemple, le jeudi après-midi, je crée, tout mon contenu pour, les semaines à venir, tu vois? Ouais. Comme ça, je suis, tranquille. Là, tu vois, par exemple, tout mon contenu pour Instagram, il est programmé jusqu'à la fin du mois.
Voilà, ça m'a pris peut-être une journée de travail et je suis tranquille, j'ai gagné une journée de travail et j'ai gagné un mois de travail en fait. Donc je suis ultra tranquille là-dessus. Pour écrire, en général, je me prends toujours entre 1h et 45 minutes tous les matins, je me pose et puis j'écris, tu vois, même si j'écris peut-être que 2 ou 3 paragraphes, c'est pas grave, au moins tu vois, j'ai avancé, tu vois, j'y vais par petits pas. Et je me fixe, tu vois, des habitudes de travail comme ça tous les jours pour à la fin avancer tranquillement sur mes projets, tu vois. Ce qui fonctionne bien, c'est les journées à thème également. C'est-à-dire, surtout, ça c'est très efficace quand justement tu as une personnalité à gérer plusieurs projets à la fois. Se dire, tiens, le lundi et mardi, je vais travailler sur le projet A et le mercredi, jeudi, je vais travailler sur le projet B, par exemple. Carrément. Et ça fonctionne bien parce que quand tu passes d'un projet à l'autre au cours de la même journée, ça peut être un peu... c'est difficile des fois, tu as du mal, tu vois, ton cerveau il est vraiment en mode projet A, et quand tu dois passer après en mode projet B, c'est compliqué, tu vois, tu continues encore de penser à l'autre projet, donc c'est vraiment un enfer. C'est exactement ce qui m'arrive en ce moment, donc je pense que ton tips va être mis en place dès la semaine prochaine. Donc j'aime bien, moi, tu vas me dire, ok, le lundi, mardi, c'est ce projet, le mercredi, jeudi, c'est ce projet, ou alors même par semaine. C'est cette semaine, c'est ce projet majoritairement, et peut-être que je vais travailler sur l'autre projet, mais 1 heure ou 2, juste histoire de pas non plus d'avancer, tu vois, de pas être paralysé, mais vraiment travailler par gros blocs, ou par des blocs de temps, de se dire, pendant 1 heure ou 2, je travaille sur ce projet, ou je travaille sur ce projet une journée complète, ou une semaine complète, en fonction, encore une fois, de comment toi tu fonctionnes, mais vraiment travailler par bloc de temps, par journée, par semaine, c'est assez efficace. Carrément. Et alors on va parler un peu plus maintenant de partie entrepreneuriale, mais quelles sont les difficultés que toi t'as pu rencontrer depuis que tu t'es lancé en tant qu'indépendant, que ce soit du coup pour Catarexie, mais aussi peut-être sur tes expériences que t'as eues avant? Alors j'en parle beaucoup en ce moment, c'était très vrai au début, c'était sur tout ce qui est création de contenu. Tu vois, on t'a vendu un petit peu la création de contenu comme l'espèce d'Eldorado, je sais, vas-y, crée du contenu tous les jours, tu vois, les clients ils vont arriver tout seuls, comme des mouches avec du miel, tu vois, c'est génial. Et oui, enfin non, c'est pas du tout ça, tu vois, c'est faux, c'est un mythe, c'est limite une arnaque de vendeur de formation, tu vois, ça aussi. On te dit crée du contenu, tu vois, ça va être formidable, et en fait pas du tout, parce que effectivement déjà tu crées du contenu tous les jours, donc tu t'épuises en plus. C'est hyper énergivore. Le problème c'est que c'est pareil, tu vois, tu crées du contenu même quand t'as pas envie, enfin même quand t'es pas dedans. Et puis tu te retrouves presque à être esclave des algorithmes, des plateformes où tu dis en fait je crée du contenu pour moi ou je crée du contenu pour Insta et LinkedIn là. Parce que dès que tu crées pas de contenu une semaine, des fois tu dis tiens, j'ai envie de prendre une petite pause d'une semaine parce que j'en ai marre en fait de créer du contenu. Mais tu dis mais si je fais ça, je vais plus être visible, je vais plus avoir de clients. Je suis déjà que t'avais pas de clients en créant du contenu tous les jours, t'inquiète, t'en auras pas plus. Donc t'inquiète pas là-dessus, tu vois. Et en fait, je trouve que la création de contenu, alors attention, il y a beaucoup d'avantages, c'est très bien, et je conseille à tout le monde effectivement de créer du contenu pour être visible. D'ailleurs aujourd'hui c'est impératif, enfin, tu peux très difficilement te passer de la création de contenu. Néanmoins je pense que ce côté créer du contenu, tu vas voir, les clients vont arriver tout seuls. Voilà, j'en suis revenu, tu vois. Et puis justement, comment tu crées ton offre au début. Moi j'ai beaucoup tâtonné, même encore maintenant j'aime bien tester d'autres modèles d'offres, parce que ce côté c'est pareil, j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi, c'est vas-y tu fais une offre high ticket à 5000 ou à 1500 euros, et je sais mais ça me parle pas forcément, tu vois, une grosse offre comme ça à 1000 euros, bof. Je fais des bootcamps en ce moment, c'est la mode, tu vois, fais des bootcamps, tu vois, les bootcamps ça m'énerve aussi à gérer, tu vois, enfin je supporte pas. Tous les lancements de produits, c'est pareil, enfin c'est un stress énorme, c'est beaucoup de travail en amont, et t'es même pas sûr que que tu vas avoir des ventes le jour J, donc tu stresses pendant un mois, et du coup il y a plein d'offres comme ça un petit peu clés en main qu'on t'a vendues systématiquement, et
Et j'ai testé, moi, différents modèles de coaching. À un moment, tout le monde te dit, fais du coaching. Puis après, on t'a dit, arrête de faire du coaching, faut pas vendre ton temps. Et tu dis, t'as tout dit et ton contraire, tu vois. Et c'était souvent les mêmes personnes, en plus, qui disaient, fais du coaching. Le lendemain, ils disaient, non, fais pas de coaching, fais du bootcamp. Et tu dis, bon, j'en ai marre. Et du coup, j'ai testé pas mal de modèles. J'ai eu un peu de mal à trouver encore le mien. Aujourd'hui, je suis même pas persuadé d'avoir trouvé le modèle qui me convient le plus. Donc, je cherche encore, tu vois. Mais l'idée, voilà, c'est t'évolues comme ça. Et c'est vrai que c'est trouver son offre phare quand tu es freelance ou indépendant, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense en fait. Il suffit pas de se dire écoute, je vais vendre mes services, tout ce que je sais, je vais tout mettre dans une formation d'1 heure et puis ça va partir tout seul, tu vois. C'est un peu plus complexe que ça. Du coup, dans ce sens-là, est-ce que tu aurais quand même si tu dis que t'es pas sûr de l'avoir trouvé aujourd'hui, des conseils pour les entrepreneurs qui veulent se lancer demain pour construire leurs offres et pour savoir à peu près ce qui peut leur correspondre? Le mieux c'est de tester déjà. Teste plein de trucs. Il y a vraiment que en testant que tu vas savoir ce qui te convient, ce que t'aimes faire, ce que t'aimes pas faire. Et puis des fois c'est pas parce que t'aimeras jamais quelque chose à 100%, c'est plutôt ok, j'aime pas forcément ça, mais par contre ça m'apporte tout ça. Donc pourquoi pas, tu vois, d'essayer de trouver une balance entre ce que ça t'apporte et en tant que bénéfice et ce que ça t'apporte en tant que désagrément. Tu vois, c'est vraiment une gestion. C'est comme la productivité, tu vois, c'est qu'est-ce qui rentre comme effort, qu'est-ce qui sort derrière comme récompense, tu vois, c'est une balance à faire. Et donc faut tester et puis parler aussi énormément avec son audience, tu vois, échanger avec eux, d'où l'intérêt de la création de contenu, parce que ça te permet d'avoir énormément de feedback. Et tout de suite tu vas savoir, attends, nous on a peut-être besoin de plus, on a ce problème, donc on aimerait bien avoir cette solution. Tu dis attendez, moi j'ai peut-être la solution, il y a moyen de s'arranger, tu vois. Mais ça tu peux pas le savoir si tu n'échanges pas avec ta communauté, si tu ne crées pas du contenu, justement. Parce que c'est à force de créer du contenu que tu vas affiner justement un petit peu plus ton angle, tes offres, tes produits. Et puis il faut tester. Ça fait un bon mot de la fin, tout ça. Écoute, Manuel, si nos auditeurs ils veulent te soutenir, on les redirige vers tes réseaux sociaux, je suppose. Exactement, ouais. Je suis très actif sur Insta et LinkedIn. C'est les 2 réseaux sur lesquels je suis. Tu vois, j'évite de m'éparpiller, d'aller sur YouTube, sur TikTok, sur Threads, sur Twitter. C'était encore une fois tout le monde pour être sur tous les réseaux à la fois. Surtout pas. C'est ça. Si tu as les moyens de le faire, tu vois, si tu as des équipes derrière, si tu as un monteur, si tu as un machin, effectivement, je pense que tu as tout intérêt à être sur tous les réseaux, déjà si c'est pertinent. Mais en tout cas, quand tu travailles seul, tu n'as pas besoin d'être sur tous les réseaux. Vaut mieux être sur 1 ou 2 réseaux que tu maîtrises très bien que d'être un petit peu partout à la fois et nulle part en même temps. Je sors de formation com, donc je te le dis, je suis tout à fait d'accord. C'est la pertinence qui passe avant tout. Il faut arrêter cette histoire d'être sur toutes les plateformes. Ça ne sert à strictement à rien si ta cible n'y est pas. Voilà, même si c'est une plateforme à la mode, ça sert à rien, parce que ce qui est terrible, c'est ce qu'on oublie de dire, en plus, c'est sur les plateformes à la mode, c'est allez-y, c'est une nouvelle plateforme, elle vient de sortir, faut y aller, parce qu'au début, c'est que les créateurs de contenu qui vont, donc c'est même pas tes clients, il y aura les autres créateurs de contenu, donc finalement, tu vas dépenser beaucoup d'énergie sur une plateforme où tu n'auras pas de clients. Et en termes d'énergivore pour rien, là, on est pas mal. Et puis, je pense qu'on peut aussi rediriger les auditeurs sur ton podcast qui sera lancé normalement à l'heure où on diffusera cet épisode. Oui, c'est un podcast, je suis en train de travailler dessus. Alors là, ça sera vraiment très spécifique à la semaine de 4 jours et au travail, ce qu'on appelle le travail du futur. Tu vois vraiment qu'est-ce qui nous attend, quelles sont les évolutions du travail. Je vais vraiment me concentrer sur ça avec ce prochain podcast. Carrément. Donc si nos auditeurs ont apprécié les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, ils pourront aller écouter et approfondir tout ça sur ton podcast. Et puis pour terminer, moi j'ai 2 dernières choses à te demander, 2 petites recommandations. Une pour que ce soit un petit artisan que tu connais ou un projet local qui te tient à cœur, et puis quelqu'un que tu aimerais pouvoir écouter à mon micro. Alors un projet, alors c'est une association dont on parle pas forcément très souvent, mais je pense qu'il peut intéresser énormément de monde. Ça s'appelle la Jeune Chambre économique française. D'accord. Alors c'est vrai que le nom, ça fait un peu penser à la CCI ou des trucs comme ça, carrément. Mais pas du tout. C'est vraiment une association. Et en fait, cette association rassemble des jeunes entre 18 et 40 ans. Ils ont une vision très large de la jeunesse, mais l'idée, c'est de se rassembler autour de projets communs et vraiment
vraiment des projets qui sont très larges, hein. Ça peut être de donner des cours d'entrepreneuriat à des détenus, histoire de faciliter la réinsertion. Ça peut être créer un projet écologique, tu vois, pour lutter contre les rejets, enfin les plastiques dans la nature, ou ramasser les mégots qui traînent. Ça peut être, tu vois, il y a vraiment tout type de projet, et c'est une association, enfin en général, il y a une antenne dans un peu toutes les grandes villes de France. Okay. Donc en général, je recommande cette association vivement. Eh ben, avec grand plaisir, j'ai regardé tout ça. Sinon, en personnalité que tu pourrais avoir dans ton podcast, alors j'ai plusieurs noms en tête, mais il y en a un, à mon avis, je pense que tu gagnerais à l'avoir, c'est Kylian Tallin, de Inspiration Créative, qui fait quelque chose de formidable. Il a vraiment construit toute une communauté autour de lui de créateurs de contenu, et puis aujourd'hui en plus il a un projet qui est incroyable, qui consiste à créer, enfin mettre sur pied une maison pour accueillir des créateurs de contenu. Trop cool. Je trouve ça génial, donc je pense que tu gagnerais effectivement à échanger avec lui. Ah bah avec grand plaisir. Tu m'intrigues beaucoup avec ce projet de maison créative, je vais appeler ça comme ça. J'ai très hâte d'aller pousser et de regarder tout ça. Eh ben écoute, merci beaucoup Manuel pour cette discussion. Bah de rien, merci à toi pour l'invitation. J'espère que tu auras passé un bon moment à ce micro. Moi en tout cas, j'ai appris plein de choses. Je suis prête à me lancer dans la semaine de 4 jours, donc tout est bon. Eh bah parfait, formidable. Eh ben écoute, je te souhaite une très belle journée, et puis bonne sieste. Merci, à toi aussi. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Cataraxie et les liens pour aller le soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.